Bonjour, dans une nouvelle vidéo consacrée à Excel, le tableur de Microsoft, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux tests imbriqués, c'est-à-dire aux structures conditionnelles qui ne se limitent pas à une seule condition. Donc nous allons prendre pour cela un exemple simple qui est celui de la détermination d'une mention à partir de la note obtenue par un étudiant à un examen. Une telle structure peut être représentée de cette manière, sous la forme de ce qu'on appelle généralement un arbre de décision. Donc si l'on considère que la note de l'étudiant se trouve dans la cellule E2, première condition, est-ce que cette valeur est supérieure ou égale à 16? Si la condition est vraie, mention très bien. Si elle est fausse, on ne peut pas conclure, on sait simplement que la note est inférieure à 16. Donc un nouveau test est nécessaire, et on teste cette fois la moyenne par rapport à 14. Si la condition est vraie, mention bien, sinon, encore une fois, on ne peut pas conclure, et ainsi de suite, par rapport à 12, puis par rapport à 10. Si la note est supérieure à 10, mention passable ou pas de mention, c'est selon. Et si elle est inférieure à 10, non seulement l'étudiant n'a pas de mention, mais il est recalé à l'examen. Voilà. Alors pour traduire une telle structure dans Excel, la méthode traditionnelle, disons, consiste à utiliser la fonction si. Donc cette fonction a trois paramètres. Premier paramètre, le test logique ou la condition. Deuxième paramètre, valeur qui sera renvoyée par la fonction si le test logique est vrai. Et troisième paramètre, valeur renvoyée par la fonction si le test logique est faux. Et donc vous voyez qu'ainsi on peut traduire simplement l'arbre précédent. Première condition, moyenne supérieure ou égale à 16. Si cette condition est vraie, mention très bien. Paramètre suivant, si le test logique est faux, alors on ne sait pas conclure, et donc nouvelle fonction si, imbriquée dans la première en quelque sorte, test par rapport à 14, si c'est vrai, mention bien, sinon nouvelle fonction si imbriquée, et ainsi de suite. Donc il n'y a rien de très compliqué, cette fonction si est assez simple à utiliser, mais vous voyez que la saisie de la formule complète, dans ce cas, est assez fastidieuse. Il faut être très méticuleux, et en particulier faire bien attention au nombre de parenthèses ouvrantes et de parenthèses fermantes, lorsque l'on saisit cette fonction. Si on passe maintenant à Excel, donc je vous propose de travailler à partir de ces deux tableaux. Dans le premier, liste d'étudiants avec la note qu'ils ont obtenue à l'examen, et un petit tableau qui indique simplement les différents seuils à partir desquels on obtient les mentions et les libellés de ces mentions. Donc au-dessus de 16, c'est la mention très bien, au-dessus de 14, bien, etc. Et donc on va calculer ces mentions pour les étudiants de la liste précédente. Je vais commencer par ajouter une nouvelle colonne que je vais appeler mention 1, puisqu'on verra tout à l'heure que nous utiliserons d'autres méthodes pour faire la même détermination. Et ici, je vais rentrer la formule précédente, la formule avec les si que j'indiquais tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, à partir du moment où on imbrique des fonctions dans d'autres fonctions, il est plutôt plus simple de saisir directement les formules dans la barre de formule, plutôt que d'utiliser le bouton FX, dont j'avais dû vous montrer l'utilisation dans une vidéo précédente. Donc là, je vais directement saisir dans la barre de formule, donc là, je dois absolument commencer ma formule par le signe égal, pour indiquer que c'est une formule que je rentre, un calcul. Fonction si, donc vous voyez que Excel m'aide en me proposant toutes les fonctions qui commencent par les caractères que j'ai saisis, donc pour moi c'est la première, et il vous offre ici une aide, alors qui est un peu plus succincte que l'aide que vous apporte la fonction fx, mais qui quand même est une aide utile pour décrire les formules. Alors, premier paramètre de la fonction si, vous vous souvenez, c'est la condition logique. Donc est-ce que la note est supérieure ou égale à 16? La note est ici. Alors ici nous sommes en mode tableau. Donc lorsque vous sélectionnez une cellule, Excel, plutôt que de faire apparaître l'identifiant de la cellule, qui serait ici D2 par exemple, il fait apparaître le nom de la colonne, ce qui rend les formules, à mon sens, un peu plus claires, mais enfin c'est selon, c'est une question d'habitude, je pense vraiment. Donc si cette moyenne, si cette note est supérieure ou égale à 16, voilà mon test logique. Alors, on va améliorer la saisie de la formule. Plutôt que de saisir 16, je vais simplement saisir le contenu de cette cellule, ce qui revient exactement au même. Quel est l'intérêt de faire cela? C'est que si jamais les seuils d'obtention des mentions étaient amenés à être modifiés, bon, ce qui est très peu probable, hein, c'est une manière très traditionnelle de calculer les mentions, mais bon, c'est une hypothèse. Dans d'autres cas, on pourrait avoir les tests comme ça qui pourraient être amenés à être modifiés. Si c'était le cas, considérons par exemple que la mention très bien est obtenue à partir de la note 17, au lieu de 16 aujourd'hui, si c'était le cas, il suffirait de venir modifier le contenu de cette cellule. Alors que sinon, il faut aller modifier la formule, ce qui est quand même beaucoup plus fastidieux.
Voilà, donc ça serait simplement ça, une facilité dans le cas où les paramètres que l'on utilise étaient amenés à bouger. Donc voilà pour ma condition. Ensuite, valeur si la condition est vraie. Donc on l'a vu, mention très bien. La même chose, je pourrais saisir la chaîne de caractères très bien, mais je peux aussi faire référence au contenu de cette cellule. Ce qui revient au même, mais même chose. Si ce libellé était amené à modifier, il serait beaucoup plus simple de venir le modifier dans ce tableau que dans la formule. Point virgule. Troisième paramètre, si la condition est fausse, là on sait qu'on ne peut pas conclure. Donc nouvelle fonction si. Je reprends ma note. Cette fois, c'est si elle est supérieure ou égale à 14. Si c'est vrai, mention bien. Si c'est faux, nouvelle fonction si. Supérieur ou égal à 12 cette fois. Valeur si vrai, assez bien. Valeur si faux, nouvelle fonction si. Bon, etc. C'est un petit peu fastidieux, je vous l'accorde. Alors j'ai testé par rapport à 10 cette fois. Si c'est vrai, mention passable ou pas de mention, là on pourrait être amené à modifier effectivement le contenu de cette cellule en mettant simplement une chaîne vide. Et si on est valeur si faux, c'est-à-dire si la note est inférieure à 10, une chaîne vide simplement. Et alors là, ce à quoi il faut faire attention maintenant, c'est qu'il faut bien fermer autant de parenthèses que l'on en a ouvertes. Donc là, j'en ai ouvert 1, 2, 3, 4. Et donc il faut que j'en ferme 4. 3 et 4. Voilà. Et là, je pense que ma formule, qu'il n'y a pas d'erreur dans ma formule, je valide. Bon, effectivement, mention passable. Alors maintenant, si je veux déployer cette formule sur toutes les lignes du tableau, il y a une chose à laquelle je dois faire attention, c'est les... Alors par recopie incrémentale, je n'ai pas utilisé le terme, par recopie incrémentale, il faut faire bien attention à ce qu'on appelle les références absolues et les références relatives. Dans ma formule initiale, il est normal qu'il y ait un incrément automatique sur la note, puisqu'effectivement, pour chaque ligne, je vais utiliser la note de la ligne en question. Dans la notation tableau qui est là, va faire que cet incrément va automatiquement se faire. Par contre, pour toutes les valeurs, les identifiants des cellules de ce tableau-là, là, je ne veux pas qu'il y ait de décalage. Je veux que pour toutes les lignes, on utilise exactement les mêmes cellules, donc il faut que je les bloque. Alors, je pense que j'avais dû dire quelques mots, je pense, sur ces références absolues et ces références relatives dans une autre vidéo, mais pour bloquer le contenu de ces cellules, il suffit soit de mettre des dollars devant les numéros de ligne et de colonne, soit de cliquer sur la touche F4, et à ce moment-là, Excel le fait pour vous. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc je bloque le contenu de toutes ces cellules, c'est-à-dire que les valeurs seront exactement les mêmes pour toutes les lignes du tableau. Il n'y aura pas d'incrément automatique. Voilà, là je pense que ma formule est bonne. Et voilà, vous voyez que comme je suis en mode tableau, la formule est automatiquement déployée sur l'ensemble des lignes, 10 mention passable, 17 très bien, 9 pas de mention, etc. Apparemment, tout s'est bien passé. Voilà, donc pour cette première méthode. Alors, je l'ai dit, la saisie de cette formule est un peu fastidieuse. En particulier au niveau des parenthèses ouvrantes et fermantes. Il n'y a rien de très compliqué, mais c'est quand même vraiment, oui, fastidieux, c'est vraiment le mot. Je pense que c'est conscient de cette difficulté que les ingénieurs de Microsoft ont introduit une nouvelle fonction qui est disponible dans les versions les plus récentes d'Excel. Je ne saurais pas vous dire exactement à partir de quelle version on a cette fonction-là, mais enfin bon, si vous avez une version récente, vous devriez la voir. C'est la fonction si.condition, qui fonctionne à peu près de la même manière, mais avec une syntaxe différente. Ici, les paramètres fonctionnent par couple. Deux paramètres, une condition, la valeur renvoyée par la fonction si la condition est vraie. Une seconde condition, valeur remplacée si elle est vraie, etc. Et Excel s'arrête à la première condition qui est vraie. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette fonction, c'est que si aucune condition n'est vraie, Excel renvoie un code erreur. Donc pour éviter ça, il suffit de terminer l'ensemble des conditions par une condition qui est toujours vraie, l'indicateur logique, et dans ce cas-là, on renverra une chaîne vide. Voilà, donc si aucune des conditions précédentes n'est vraie, on renverra une chaîne vide plutôt que de renvoyer un code erreur. Et alors les couples de conditions valeurs renvoyées sont les mêmes que ceux du cas précédent. Si la moyenne est supérieure ou égale à 16, très bien, et on sort si c'est le cas. Sinon, on continue.
Test de la condition suivante, supérieur à 14, bien. Si c'est vrai, on sort, sinon on continue, etc. Et si aucune de ces conditions n'est vraie, ben on renvoiera une chaîne vide. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très simple. Si on passe à Excel de la même manière, alors je vais rajouter une nouvelle colonne. Mention 2. Et allons-y. Alors comme là aussi, on va faire des imbrications, le plus simple, c'est de passer directement ici. Toujours commencer par le signe égal. Si.con. Alors je pense qu'il a dû me la trouver, voilà. Test logique. Alors je reprends ma note. Supérieur ou égal à 16. Alors, même chose que tout à l'heure, hein. Plutôt que de faire 16, il est plus propre de prendre cette valeur-là. Si c'est vrai. Et ensuite, condition suivante. Bien. Condition suivante. Vous voyez que la saisie est quand même un peu plus simple, même si elle requiert un peu d'attention tout de même. Condition suivante. Et enfin la dernière condition. Toujours vrai. Et je renvoie simplement une double cote. Et là, je n'ai qu'une parenthèse à fermer. Donc vous voyez que c'est quand même un peu plus simple. Alors pour que la formule se déploie sur toutes les lignes, même chose que tout à l'heure, il est nécessaire de bloquer toutes les références aux cellules de mon petit tableau de paramètres. Voilà. Donc si je n'ai pas fait d'erreur, voilà, très bien. Et vous voyez qu'on obtient bien sûr exactement les mêmes mentions que dans le cas précédent. Alors le seul intérêt de cette formule par rapport à la précédente, enfin de cette fonction, pardon, par rapport au cas précédent, c'est que la saisie est quand même un peu moins fastidieuse. Voilà, donc il existe une autre méthode que l'on peut utiliser dans ce cas précis, alors qui consiste à utiliser la fonction recherche verticale ou recherche V, que je crois que nous l'avions utilisée dans des vidéos précédentes, d'une manière un peu particulière, vous allez le voir. Alors cette troisième méthode n'est pas utilisable dans tous les cas de test imbriqué, mais dans notre cas, dans un cas notamment où les différents tests correspondent à des plages de valeurs numériques, ça fonctionne très bien. Donc vous allez voir comment on peut l'utiliser. Donc je vais rajouter une troisième colonne pour cette troisième méthode. Voilà, donc cette fois je vais utiliser la fonction fx puisque les fonctions ne vont pas être imbriquées, vous allez voir. Alors la fonction recherche verticale apparaît bien dans les dernières que j'ai utilisées. Il suffit que je la sélectionne et voilà la fenêtre, alors que vous connaissez maintenant je pense. Hein. Alors il existe une fenêtre de ce type pour chacune des fonctions que vous pouvez utiliser dans Excel et qui vous donne des informations assez précises sur les paramètres dont cette fonction a besoin. Alors pour la fonction recherche verticale elle fonctionne toujours avec deux tableaux. Un premier dans lequel que vous souhaitez mettre à jour, dans lequel vous souhaitez déterminer de nouvelles valeurs qui ne l'étaient pas jusque-là, et un deuxième tableau que Excel appelle la matrice, dans laquelle vous allez justement rechercher la valeur que vous voulez voir apparaître dans le premier tableau. En langage de base de données, c'est ce qu'on appelle une jointure entre deux tables. Donc, le premier paramètre, la valeur cherchée, correspond à l'information dans le premier tableau que vous allez utiliser pour faire une recherche dans la matrice, dans le deuxième. Donc cette information, c'est la note. C'est à partir de cette note que vous allez rechercher dans le deuxième tableau quelle est la ligne qui correspond à la note en question pour voir quelle mention s'applique. Le deuxième paramètre, c'est la table matrice, c'est-à-dire ce tableau-ci. Nous sommes ici également en mode tableau, et donc ce que Excel me remonte ici, ce n'est pas la plage de cellules, on aurait pu s'attendre à avoir J2K6, J2 2.K6, mais en fait, comme le tableau a un nom, il fait plutôt référence ici au nom du tableau. Le numéro d'index, ça correspond à la colonne de la table matrice où se trouve l'information que je veux remonter dans le premier. Donc c'est très souvent la deuxième, c'est bien le cas ici, hein, puisque ma première colonne c'est la note et ma deuxième c'est la mention. Et en faire valeur proche, alors quand on utilise la fonction recherche verticale pour aller chercher une information dans un deuxième tableau, la plupart du temps,
on veut une correspondance exacte. Et donc, on valorisera cette valeur proche à faux. Mais ici, on va la valoriser à vrai. Alors, il est assez rare de l'utiliser comme ça, mais ce qui signifie que la recherche qui va se faire dans la valeur matrice se fera sur une valeur approchante. Si par exemple, vous avez la note 9, par exemple, pour notre troisième étudiant, la note, elle n'y est pas ici. Donc en fait, si on fait une correspondance exacte, on ne la trouvera pas. Avec une valeur proche, Excel va chercher dans cette colonne une valeur proche de la valeur de départ. Alors, mais comment fait-il? Et c'est là que l'utilisation n'est peut-être pas totalement intuitive. On pourrait imaginer, par exemple, que toutes les valeurs comprises entre 13 et 15 soient ramenées à 14. Et toutes les valeurs comprises entre 11 et 13 soient ramenées à 12. C'est pas exactement le cas. En fait, j'avais fait quelques essais pour en être certain, mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il ramène tout à la borne inférieure. C'est-à-dire que toutes les notes comprises entre 12 et 14 seront ramenées à 12, y compris des valeurs qui sont très proches de 14. Vous verrez que dans le tableau, on a par exemple 13,8. On aurait pu penser que 13,8 était ramené à 14, mais en fait, il est ramené à 12. Les valeurs sont ramenées à la plage inférieure. Ok, et voilà, j'ai toutes mes mentions qui sont valorisées. Vous voyez bien qu'on a exactement le même. Et vous voyez en particulier que 13,8 est bien ramené à assez bien, alors qu'il est beaucoup plus proche de 14. Mais il est ramené à 12, c'est-à-dire la valeur inférieure. Voilà. Donc ça permet, c'est au moins un cas d'utilisation de cette fonction recherche verticale avec valeur proche à vrai. Je dois avouer que j'en ai pas vu beaucoup d'autres. La plupart du temps, moi j'utilise toujours cette fonction en correspondance exacte, c'est-à-dire avec faux dans ce paramètre. Voilà, ben écoutez, pour ces tests imbriqués, nous allons en rester là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris quelques petites choses. Et je vous souhaite une bonne route.